Yorana, et merci de nous recevoir pour ce journal du 25 février. Il sera largement consacré au municipal, mais voici les autres titres de l'actualité. Un statut mieux défini pour les artisans qui doivent se patenter pour obtenir des aides et une carte professionnelle. Le débat a agité les rangs du CESEC ce matin. Les produits chimiques, les gaz d'échappement et même le soleil, autant de dangers pour les travailleurs. Ils peuvent contracter des cancers professionnels. Comment les identifier? Comment les prévenir? Réponse demain à l'hôpital et dès ce soir avec nos invités, la médecin du travail Corinne Pochet et la psychologue et ergonome Céline Mignonnet-Rémy. Et pour rester en bonne santé, rien ne vaut le sport, qui est aussi un bel outil d'inclusion. Le handicap n'a pas freiné l'enthousiasme des enfants. Ils ont couru tous ensemble ce matin au Parc Vairey. On en parle en fin de journal. Comment mieux définir le statut des artisans? Au CESEC, le fond du texte fait consensus avec la création de 4 catégories d'artisans et des aides renforcées, mais le débat s'est cristallisé sur l'obligation de prendre une patente. Athéna Milcam a assisté ce matin aux échanges. Si vous voulez forcer ta maman à faire de la patente traditionnelle, et mon il n'y en a plus. Le CESEC a rendu à la majorité un avis favorable à l'encadrement du secteur artisanal. Mais il s'est longuement attardé sur un point, la patente. Elle est obligatoire pour obtenir sa carte professionnelle, mais aussi les aides du pays. Et à partir de janvier 2027, les artisans devront s'affilier au régime des non-salariés. On s'aperçoit que tout n'est pas si clair pour les artisans, et notamment pour les artisans des îles, qui, on le sait, font de la multi-activité, font un peu de tressage, un peu de pêche, etc. Donc tout ça, ça devient très compliqué. Le gouvernement aurait bien été inspiré d'étudier le cas de l'artisanat et des archipels avant même de mettre en place ce texte sur le RNS. Ça nous aurait évité beaucoup de discussions ce matin et d'incompréhension de la part des artisans. Beaucoup d'artisans ne sont pas patentés, même si elle est gratuite pour eux. Résultat, du salariat déguisé, et avec la réforme du RNS et les futures cotisations obligatoires, ces artisans pourraient être encore moins convaincus. La grande majorité des artisans ne déclarent rien du tout, aussi bien aux impôts qu'à la CPS. Ils ne se regroupent que dans les associations où le président ou la présidente de l'association, elle seule, est patentée, qui est déclarée, et donc bénéficie de l'aide de l'association pour écouler leurs produits, leur production. Donc c'est un marché, disons, parallèle, qui n'est pas déclaré. De nombreuses interrogations soulevées lors des échanges. Le CESEC recommande au pays d'informer davantage les professionnels sur leurs obligations fiscales et sociales et des contreparties positives, des dispositifs d'aide non négligeables et une meilleure reconnaissance des savoir-faire. C'est de nombreuses améliorations qui vont nous permettre de mieux aider les artisans, de les aider davantage dans certains cas avec des budgets qui ont été revus à la hausse et également par exemple pour la formation des artisans, d'associer des indemnités qui vont leur permettre d'être formés plus longtemps. Le projet de loi présenté aux représentants de la société civile n'est qu'une première mouture. Reste à voir si les remarques des conseillers seront prises en compte. 2600 artisans sont concernés. Quand on découvre un cancer, on pense souvent aux essais nucléaires, à la cigarette, à la génétique ou encore à l'alimentation, mais pas forcément à son métier. Et pourtant, les cancers professionnels, ça existe. Ils sont même sans doute bien plus nombreux que ceux qui sont identifiés. Comment les prévenir et comment les déclarer? Les réponses demain à 17h dans l'amphi de l'hôpital avec une conférence ouverte à tous dédiée à ces cancers et un début de réponse dès ce soir dans ce journal. Parce qu'avec nos invités, on va essayer de comprendre comment le cancer peut être lié au travail. Bonsoir, docteur Corinne Pochet. Bonsoir. Bonsoir également à vous, Céline Mignonnet-Rémy. Bonsoir. Alors vous êtes ergonome et psychologue, tandis que vous êtes médecin du travail. Et j'ai envie de dire que, docteur, vous définissez, comment est-ce que vous définissez les cancers professionnels? Alors, les cancers professionnels, tout est dans le titre. Ce sont des cancers qui sont liés directement ou indirectement au travail et qui sont liés en général à une exposition à des agents cancérigènes. Donc certains on les connaît, d'autres non. Et ces agents cancérigènes, je pense que c'est important de les connaître,
Il y en a tout un ensemble. Ça peut être des agents chimiques, hein, donc on a tous entendu parler de l'amiante, par exemple. Ça peut être l'amiante, l'arsenic, le chrome, enfin, il y a beaucoup de choses. Ça peut être des agents biologiques. Il y a notamment, par exemple, l'hépatite B, hein, qu'on va retrouver. Et puis, ça peut être des procédés de travail ou des expositions au travail particulières. Par exemple, on parlait du soleil, un travailleur qui est soumis aux UV. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont intéressés par ces agents cancérigènes. Et justement, c'est votre rôle, Céline Mignonnet-Rémy, d'essayer de détecter, de prévenir ces cancers. Alors, on a parlé des produits chimiques, on a parlé de l'amiante dedans. Il y a aussi peut-être des peintures, des gaz d'échappement. Est-ce que tout ça, ça fait partie des produits chimiques qui sont dangereux dans les métiers ? Complètement, on a énormément de secteurs d'activité en Polynésie française qui sont concernés par ce risque de développer des cancers professionnels. Et c'est vrai que comme Tote Bochet le disait, on a beaucoup de métiers. Donc on a notamment aussi tout ce qui est métier de la pêche avec l'exposition au soleil. On a les métiers de l'agriculteur. Ça veut dire qu'un pêcheur, par exemple, qui aurait un cancer de la peau, pourrait dire « Eh bien ça, c'est à cause de mon travail ». Et qu'est-ce que ça changerait de le dire ? Qu'est-ce que ça changerait ? Ça, c'est important. En termes notamment d'indemnisation en réalité. Quand on développe un cancer professionnel et qu'on le déclare en maladie professionnelle, et aujourd'hui c'est toute la problématique, c'est qu'on n'a pas de cancer professionnel déclaré en maladie professionnelle. On n'a pas de données chiffrées. Mais c'est-à-dire que ça existe partout. En fin de compte, beaucoup de secteurs, comme on le disait, sont concernés. Ce que je veux dire, c'est qu'ailleurs, c'est reconnu, c'est déclaré. Dans certains pays, oui, ça l'est. Et par faute de connaissances, on méconnaît complètement au niveau du milieu de l'entreprise les risques liés au travail. Et donc, on ne fait pas le lien entre un cancer professionnel et puis son activité. Et c'est notamment un des rôles de la médecine du travail de venir faire le lien entre le développement d'un cancer et puis les procédés ou les produits chimiques auxquels le salarié a été exposé, possiblement durant toute sa vie. Pour une meilleure prise en charge et aussi de meilleures indemnités, même en cas de décès. Oui, et c'est très bien ce que tu dis en effet, parce que les cancers professionnels, en gros, ils peuvent être pris en charge de deux manières au niveau de la CPS. Soit en longue maladie, le fameux carnet rouge qu'on connaît tous, soit au niveau du dispositif maladie professionnelle, celui qui est sous-utilisé actuellement, j'ai même envie de dire qu'il n'est pas utilisé par méconnaissance. Et celui-là, il est intéressant. Dans la prise en charge des soins, il est un peu plus intéressant financièrement pour le salarié, mais c'est surtout en cas de séquelles. Là, pour le coup, il y a une rente qui peut être versée au salarié. Et malheureusement, si un décès survient quand le salarié est au travail, ou même plus tard, quand il est à la retraite, les ayants droit, donc la famille, peut bénéficier d'une rente. Donc il y a tout intérêt à utiliser ce canal, à connaître le canal maladie professionnelle. Docteur, est-ce que vous avez identifié les cancers qui sont les plus répandus en lien avec les métiers ? Alors, il y a certains cancers. Le problème des cancers professionnels, c'est qu'on n'a pas de cancer très spécifique. Par exemple, on va dire le cancer du poumon, qui est un des cancers extrêmement répandus, il sera lié aussi à de nombreuses expositions. Donc, dire qu'il y a un cancer vraiment qui est en nombre et est au-dessus des autres, c'est difficile à dire. Je prends un exemple. Si on a été travailleur dans le BTP, qu'on a été en lien avec de l'amiante, par exemple, et qu'on est aussi fumeur, comment déterminer que le cancer vient plutôt de la cigarette ou de l'amiante ? Alors, dans le cas de l'amiante, c'est un peu particulier parce qu'on peut développer des cancers qui sont très spécifiques de l'amiante et qui sont des cancers de la plèvre qu'on appelle les mésothéliums. Et là, dans 85% des cas, on sait que c'est lié à une exposition à l'amiante. Mais donc, par contre, prétendre à cette indemnité et à cette prise en charge. Effectivement, on déclare le cancer en maladie professionnelle et donc on a une reconnaissance et les indemnités dont tu parlais. Par contre, si on a un cancer du poumon, eh bien, effectivement, si la personne en plus était un fumeur, c'est difficile de faire le lien. Donc, c'est là que vont intervenir toute la traçabilité de l'exposition. C'est des choses qui seront donc déterminées tout au long de la vie professionnelle et que nous, disons, les médecins du travail, on essaiera de tracer aussi et au niveau des entreprises. Merci à toutes les deux. On rappelle que votre conférence ouverte à tous a lieu demain à 17h à l'Amphi, c'est ça ? L'Amphi du CHPF ? Exactement. Eh bien, on vous retrouvera aux côtés d'autres médecins, d'autres soignants, spécialistes de la question. On vous souhaite une excellente conférence demain. Merci. Voilà, merci à vous deux donc. Et il est temps d'ouvrir notre page quotidienne consacrée aux élections municipales. Plus que 18 jours avant le premier tour, les listes déjà déclarées ont débuté l'impression de leurs documents électoraux, affiches, professions de foi et bulletins de vote demandent une grande rigueur dans leur confection et leur acheminement. Reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Dernière ligne droite pour l'impression des documents électoraux destinés aux prochaines élections municipales.
Depuis 3 jours, les 2 imprimeurs de la place et leurs équipes travaillent sans relâche pour que l'ensemble des listes puissent réceptionner leurs documents dès lundi. Comme à chaque élection, c'est la course et là, c'est pour ça qu'on a développé des équipes, on a demandé des autorisations pour travailler samedi, dimanche, jour, nuit et on a mis tous nos outils de production sur le feu. Pour Titaïna, qui en est à sa 15e élection, le rythme est intense. On peut faire plus de 200, 300 cartons sur toutes les listes qu'on a, qu'on peut en avoir. C'est exceptionnel quand même, tous les jours c'est pas comme ça quand même. Non, heureusement, c'est juste que pour les élections, quoi. Ça bouge beaucoup pour ça. Ça donne envie d'aller voter en tout cas? Bien sûr, il le faut. Si le débit est soutenu, l'exigence des gabarits et des codes couleurs est tout aussi importante. Donc la profession de foi, c'est relativement soft comme contrôle, si je puis dire, parce que la seule contrôle qu'on a, c'est le format qui doit être A4 et il ne doit pas y avoir l'utilisation des couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge, sauf si c'est dans un logo. Par contre, le bulletin, c'est beaucoup plus normé, le format est imposé, les noms doivent exactement correspondre à ce qui a été déposé au niveau du Haut-Commissariat, et puis il doit y avoir une seule couleur sur le bulletin, avec une couleur de caractère. Alors que sur la profession de foi, les couleurs sont plus libres. Coût moyen par liste, 300 000 francs. Une somme qui sera remboursée si elle obtient plus de 5% des votes exprimés. Soit ils avancent auprès de l'imprimeur et ils sont remboursés, soit il y a ce qu'on appelle une subrogation, c'est-à-dire que l'État remboursera directement l'imprimeur, ce qui permet aux candidats de ne pas avancer les fonds. Des centaines de milliers de documents qui seront acheminés par voie postale, soit pas moins de 190 000 enveloppes pour chaque tour. Une logistique importante qui est de plus en plus secondée par les supports numériques, même s'il reste encore des efforts à faire. Alors déjà, la propagande est mise en ligne, donc on peut la consulter de façon numérique. Néanmoins, ça reste peu utilisé. Les électeurs sont encore très attachés au format papier. Et c'est un projet dont on parle depuis longtemps, mais qui n'est pas encore passé au niveau du Parlement. Ça fait débat auprès de nos élus également. L'État devrait allouer un budget de 20 milliards de francs pour organiser ses prochaines élections municipales dans l'Hexagone et ses outre-mer, soit une hausse de 28% par rapport à 2020. Figure politique bien connue de la presqu'île, Clarence Verdodon fait son retour sur la scène municipale. Ancien maire de Tayarapu Ouest de 2002 à 2014, il se présente cette fois à Tayarapu Est. Condamné par le passé pour des fraudes et malversations financières, il mène la liste Tapura Amuino Tayarapu Hitiaotera. Il se présente sans étiquette politique. Il répond aux questions de Léa Gugelman. Alors la priorité numéro 1, c'est la donner de l'eau à la dorsale et la transition énergétique, mettre du solaire un peu partout sur toutes les institutions et trouver des locataires dans les institutions de la mairie pour mettre en location, que ça rapporte du bénéfice. L'eau sur la dorsale, on l'a dit en 2 ans, je pense, je maintiens qu'on pourra le faire en 2 ans. Nous, on veut changer les choses à court terme, par secteur, par zonage, on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis cette autre candidature déclarée à Tayarapu Est pour les municipales, Guéry Picard est un musicien souvent plus connu sous le surnom de Bisou d'amour. Il conduit à la liste No Oe Tayarapu Est, une liste atypique, sans étiquette politique, qui place la jeunesse au centre de son projet. Il présente ses priorités au micro de Léa Gugelman. Les valeurs que l'on prône, c'est surtout la liberté et le respect surtout, en toute honnêteté. Et puis, ce qu'on souhaite mettre en avant, bien sûr, la jeunesse, la sécurité et le développement durable. Les 2D, comme je dis, le développement durable, économique. Voilà, donc on souhaitait mettre ça en ligne. La sécurité et cette fameuse jeunesse, les occuper. Et toujours à Tayarapu Est, le Tavini Huaratira soutient une liste. Yahuratemana est conduite par l'ancien ministre Keitapu Mamatua Yahutapu. Sa priorité est favoriser le bien-être des habitants de la commune. Pour lui, ça passe par une meilleure écoute et un meilleur accompagnement du tissu associatif, support essentiel des actions de la commune. Nous écoutons Keitapu Mamatua Yahutapu au micro de Sam Tenaure. Ce qu'on voudrait, c'est un peu ramener l'être humain au centre, c'est-à-dire en fait avoir un peu plus de transparence et surtout s'orienter vers une démocratie participative pour que tout le monde puisse en fait travailler ensemble, parce que la cohésion est importante si on veut bâtir une commune ou même un pays. Donc en fait, il faut que tout le monde travaille ensemble et ça va être
très difficile. Mais évidemment, on peut décliner ça par le cadre de vie qu'on veut maintenir aussi à la presqu'île, le cadre de vie, les services de proximité qu'on veut améliorer. Ainsi s'achève pour ce soir notre page consacrée aux élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars. Le sport comme outil d'inclusion, l'Union du sport scolaire a organisé un cross partagé ce matin au Parc Vairey. 160 élèves, dont 80 en situation de handicap. Tous ont couru en équipe avec un objectif, franchir ensemble la ligne d'arrivée. Un événement sportif, mais surtout une belle leçon de vivre ensemble. Le reportage de Désiré Teivao et Hoanui Adouahiva. Ils sont venus pour courir, mais surtout pour vivre une aventure collective. Ici, le principe est simple. Des équipes de 4 élèves, mêlant jeunes valides et camarades en situation de handicap. Ensemble, ils doivent effectuer 2 tours du Parc Vairey. Au fil du tracé, chaque équipe récupère un coéquipier. Objectif, montrer que chacun a sa place dans l'effort, quelles que soient ses capacités. Franchement, c'est de l'émotion, c'est des frissons. Je pense que le plus important, c'est que les gamins ils soient repartis avec la banane. Tous les éducateurs nous ont dit que c'était un super moment et je souhaite vraiment qu'une chose, c'est que ça continue avec encore plus d'élèves et que montrer qu'on est tous capables de courir, quelle que soit la nature du handicap. Il y a des handicaps visibles, du handicap invisible. Tout le monde est capable de courir, tout le monde est capable de faire un effort et aujourd'hui, c'était vraiment un grand moment. Sur le terrain, les différences s'effacent. Certains adaptent leur allure, d'autres donnent la main et guident un camarade. La performance se mesure ici à la capacité de s'entraider. J'ai couru avec tous mes amis, donc Vidaya, Teanihao et Haokea. C'était méga, on s'est bien amusé, on est arrivé 2e aussi. Ça fait aussi plaisir de courir avec eux parce que parfois on ne peut pas toujours être avec eux. C'était cool et j'étais fière de eux. Voilà, tu as couru avec des camarades en situation de handicap, c'est quelque chose que tu as aimé faire aujourd'hui, tu aimerais bien recommencer? Oui, j'aimerais bien commencer. Pour les éducateurs spécialisés, ce cross partagé va au-delà de la simple activité physique. C'est un moment de socialisation et de partage pour les élèves. C'est un événement qui est fédérateur, qui favorise l'entraide, la solidarité. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir et c'était l'objectif. Et en plus, on est arrivé 1er et 2e. J'espère que l'événement sera reconduit et qu'il permettra de fédérer de plus en plus d'écoles parce que c'est des moments de rencontre qui sont très importants pour nos élèves et valorisants. Aujourd'hui, la plus belle victoire n'est pas d'aller plus vite, mais d'aller plus loin ensemble. C'est la fin de cette édition. À ne pas rater ce soir votre magazine de 0 à 100 km/h à 19h05, puis la deuxième partie des grandes signatures avec Simone Grand et du football demain avec l'OFC Pro League. Tahiti United affrontera Auckland FC à 17h55 en direct web sur TNTV+, et en différé télé à 19h20. Excellente soirée à tous. Yoran. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.